Donc là, ce n'est pas très précis, et certains comme Lacan, ont une attitude assez ambiguë sur ce point-là. Je ne pense pas, comme Didier Ribon, qui a écrit un livre extrêmement virulent contre Lacan, que Lacan serait un pourfendeur de l'homosexualité. L'orientation, d'ailleurs, générale de Lacan ne permet pas de le dire. Le fait qu'il ait été proche des surréalistes ne serait pas une preuve, puisque Breton était un pourfendeur énergique de l'homosexualité, bien que certains ne le fussent pas, comme Crevel par exemple, ou Paul Éluard ou d'autres, ou Dali, mais Breton avait émis des jugements extrêmement violents contre l'homosexualité. Je ne pense pas que Max Ernst non plus ne l'était pas particulièrement, mais l'orientation du surréalisme était beaucoup plus proche d'une théorie comme celle de Wilhelm Reich, par exemple, qui considère également que l'homosexualité est un blocage psychopathologique ou un arrêt à un stade antérieur de l'évolution du sexuel. Donc cette conception d'une évolution de la sexualité jusqu'à un stade génital définitif introduit malgré tout avec la psychanalyse l'idée, ou maintient avec la psychanalyse l'idée d'une pathologie de l'homosexualité. L'homosexualité a été retirée du manuel du diagnostic et statistique des maladies mentales en 1985, donc assez tardivement par rapport à 1950, mais vous le verrez dans les journaux, il y avait un article récemment dans Libération, c'est ce qui m'avait fait chercher, d'ailleurs j'ai été le chercher au moment même où je lisais cela, de sorte que c'est pourquoi je l'ai imprimé, parce qu'il y avait un papier sur des homosexuels qui avaient échappé au triangle rose et qui avaient été internés dans des camps de concentration, qui étaient donc des gens assez âgés, et où l'on mentionnait que l'homosexualité n'avait été retirée du glossaire des maladies mentales qu'en 1992. Mais l'homosexualité, plus tard, a été déclassifiée lors du congrès de 1992, en 92, donc pour tous les États signataires de la charte de l'OMS. Tu peux le photographier là, parce que là c'est intéressant que tout le monde le voit, parce que les gens ne le savent pas. Cette notion de la pathologie ou de la non-pathologie est assez confuse dans les esprits, et l'on pense avoir, parce qu'on confond à la fois ces différents degrés de pénalisation ou de réprobation ou d'exclusion, c'est-à-dire celui de la société, celui du code pénal, celui de la médecine, et on s'imagine que le fait d'avoir médicalisé est la reconnaissance de la normalité. Non, si l'on médicalise, on maintient l'homosexualité sur le plan de la pathologie, tandis qu'officiellement, et le texte est intéressant aussi, l'homosexualité n'est donc plus considérée comme une maladie. Mais la suite est plus intéressante. D'ailleurs, tout
pays tentant par un biais ou par un autre d'instaurer un suivi médical pour homosexualité est condamnable sur le plan international, selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et sur le plan national, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde d'ailleurs, pour tous les pays c'est loin d'être évident, mais même pour le corps médical, il y a encore des cas dans les familles où des parents peuvent faire consulter le médecin. J'en ai eu des échos ou des cas que des parents consultent le médecin pour leur enfant si l'enfant déclare qu'il a des orientations homosexuelles. Donc c'est quelque chose qui est d'autre part condamné comme étant en dehors de la compétence du médecin, comme si un médecin soignait quelque chose, soignait comme maladie quelque chose qui ne l'est pas. L'homosexualité est donc considérée comme maladie, tout pays tentant par un biais ou par un autre d'instaurer un suivi médical pour homosexualité est condamnable sur le plan international. Mais si l'on considère que l'homosexualité est une variété de pulsion, d'orientation de la pulsion sexuelle, donc n'est pas à considérer sur le plan de l'anormalité pathologique, ça ne veut pas dire, peut-être qu'on ne peut pas la considérer sur un plan d'une anomalité statistique, c'est-à-dire qu'il est vraisemblable qu'il y a moins d'homosexuels se revendiquant de l'être et reconnu que d'hétérosexuels. Encore que, si l'on considère que c'est un phénomène qui est un phénomène essentiellement psychosocial, on peut considérer qu'il y a des cultures qui sont essentiellement homosexuelles ou alors qui reconnaissent, qui réservent à l'homosexualité une situation qui n'en fait pas du tout un cas ni d'anomalie ni d'anormalité, d'ailleurs, comme les sociétés, certaines sociétés étudiées par les anthropologues, où la plupart des sociétés antiques, que ça soit la Grèce, que ça soit Rome, même si, du point de vue civique, l'homosexualité pouvait être désapprouvée ou étant subordonnée, par exemple, comme selon les lois Julia à Rome, étant subordonnée à l'obligation du mariage du point de vue civique, mais du mariage hétérosexuel et de la possession de la famille, de la procréation d'enfants et de la famille, mais du point de vue essentiellement civique, sans qu'il y ait un jugement porté sur son caractère anormal ou non. Donc il y a là des modes différentiels dans lesquels il aurait été intéressant que quand Guilhem, qui a étudié d'une façon très précise ces différents cas d'anomalité et d'anormalité, il aurait été intéressant qu'il entre dans ces détails. Il est un peu regrettable, peut-être qu'il n'en parle pas dans sa thèse, et il se contente de cette allusion extrêmement rapide. Mais enfin, je tenais à en faire état et à en mentionner parce qu'il est extrêmement vraisemblable, sinon probable, et à la limite certain qu'il n'en sera rigoureusement pas fait état dans le petit
colloque que l'on tient sur Canguilhem aujourd'hui à la faculté, que personne n'aura évoqué cette question qui, je pense que de toute façon, en dehors du fait de savoir si Canguilhem était homosexuel ou non, qui a peu d'intérêt et que nous ne saurons jamais, d'autre part, est intéressant parce que cela explique d'ailleurs l'attention, l'intérêt toujours extrêmement vif que Canguilhem a porté à l'œuvre de Foucault et l'intérêt qu'il a pu porter à toutes les questions de ce genre ensuite, puisqu'il a vécu assez longtemps et s'est toujours très intéressé à cette évolution de ce qu'on peut appeler la révolution sexuelle, la transformation, la revendication des différentes libérations sexuelles. Bon, c'était sur quoi je voulais porter l'accent. Attends, là, si vous n'avez pas ça, j'en avais fait un ou deux. Parce que je voulais consacrer le reste à des lectures, ce qui serait plus intéressant. Attendez, considérer l'Organisation mondiale de la santé, c'est ça. L'Organisation mondiale de la santé. Mais là, je n'en ai pas, l'Organisation mondiale de la santé. Mais je n'ai que ça, je n'ai pas, attendez, une seconde, voilà. Voilà, l'Organisation mondiale de la santé. Je crois que tout le monde en a un, non? Oui, tu l'as. Tu l'as. Oui, dans un petit texte de connaissance de la vie, le normal et le pathologique, oui, il pose ce problème. Sans les concepts de normal et de pathologique, la pensée et l'activité du médecin sont incompréhensibles. Et il s'en faut pourtant de beaucoup que ces concepts soient aussi clairs au jugement médical qu'ils lui sont indispensables. Alors c'est ça, alors il pose la question, c'est ça la problématique intéressante devant laquelle nous sommes. Pathologique est-il un concept identique à celui d'anormal? Est-il le contraire ou le contradictoire du normal? Le contradictoire du normal, le contraire ou le contradictoire, c'est-à-dire, on peut dire que le blanc est le contraire du noir, mais il n'est pas le contradictoire. Oui, exactement. Le blanc est le contraire du noir, comme le bleu est le contraire du noir, il n'est pas contradictoire, voudrait dire qu'il s'oppose littéralement. Est-il normal? Est-il identique? Normal est-il identique à sain? Dans un texte sur la santé également très intéressant, il s'interroge justement sur ce que signifie normal. C'est pour ça, entre parenthèses, que cette expression de normal utilisée par le président de la République est des plus bizarres et des plus étranges,
D'autant plus qu'il s'ensuit presque immédiatement, dans les 15 jours, des comportements qui sont, on ne peut plus anormaux, sinon de sa part, du moins de sa part, de sa femme, qui n'est pas d'autre part sa femme, qui est sa compagne. Donc il y a une succession, on dirait que ce président de la République a été un lecteur assidu de Canguilhem et a eu à cœur de poser des problèmes complètement insolubles, c'est ça. Il se déclare normal alors qu'on ne peut pas savoir exactement ce que ça veut dire. Maintenant, normal est identique à sain. La santé n'est pas la normalité. D'ailleurs, là aussi, la différence est assez subtile, est assez complexe à faire. Parce que la santé n'est pas la normalité, puisque, dans une certaine mesure, si l'on considère normal sur le plan statistique, par exemple, il est certain qu'il est plutôt anormal qu'une population soit tout entière en bonne santé, jouisse de la santé, parce que en fait tous les gens ont plus ou moins de maladies, donc c'est assez rare que quelqu'un pendant toute sa vie soit jouisse de la santé. D'autre part, être sain n'est pas... Est-ce que l'on peut dire que quelqu'un est sain s'il est normal? Dans ces cas-là, on pourra dire au contraire, il est normal s'il est malade ou s'il a des maladies. Il est normal que quelqu'un ait des maladies. Donc, il n'est guère possible de dire que la santé ce soit la normalité. Il y a un petit texte de Canguilhem là-dessus, qui est d'ailleurs un peu, comment pourrait-on dire, énigmatique, ou comme beaucoup de textes qu'il fait, il est ouvert, il ne donne pas de solution absolument unilatérale, parce qu'il définit la santé dans un sens qu'il reconnaît lui-même, d'ailleurs être plus orienté vers Nietzsche ou vers Spinoza, dans le sens où la santé est une affirmation de la vie, qu'elle est une augmentation de la force de vivre, mais qu'elle ne correspond pas exactement à un état d'équilibre ni à un état de normalité. Donc, il y a dans la notion de santé quelque chose qui également dépend de la normale, tout en dépendant du normal, et si elle dépend du normal, elle ne dépend du normal que dans la mesure où ça voudrait dire qu'elle est normante, c'est un mot qu'il utilise, c'est-à-dire qu'elle donne elle-même des normes, c'est-à-dire qu'elle indique quelque chose, qu'elle indique une force de vie, une disponibilité de vie. Dans la mesure où, pour Canguilhem, au fond, essentiellement de là, tu as des bonbons là, je vous ai déjà passé. Non, pour eux. C'est pour la foule. Distribue pour le peuple. Le peuple se nourrit. Il faudrait, comme des dragées, il faudrait jeter, comme au moment d'un mariage, ou d'un baptême. C'est des dragées, en fait. Le peuple. Des dragées et des piécettes d'argent. Oui, très bien. Les autres. Alors, je réponds, je reprends. Est-il le contraire ou le contradictoire du normal? Et normal est-il la même chose que la normalité? Non, et l'anomalie, c'est moi qui me trompe complètement. Et l'anomalie est-elle
même est-elle même chose que l'anormalité, oui, l'anomalie, c'est bien ce que j'avais mis là, anomalie et anormalité. Mais c'est ça. Et que penser des monstres supposés obtenus une délimitation satisfaisante du concept du pathologique? Croit-on que le daltonisme soit un cas pathologique au même titre que dans une des poitrines? Il ne parle pas ici de l'inversion. Alors c'était très intéressant, cette allusion de l'inversion, il n'a fait disparaître. Parce que là, il parle comme objet d'anormalité, non, comme objet de pathologique, le daltonisme, l'angine de poitrine, ou la maladie bleue, c'est parce que c'est la maladie bleue, que c'est les enfants, je crois, au même titre que le paludisme. Oui, c'est ça. La maladie bleue, sur les enfants, on a dit comme ça. C'est pas les enfants. Je crois. C'est bien. Si c'est appelé bleu, peut-être que ça donne un aspect de bleu, je sais pas. Et pourquoi tu l'enlèves? Je vais le remettre. Non, mais... Film. La vidéomaniaque. Il filme tout. On a souvent noté l'ambiguïté du terme de normal, qui désigne tantôt un fait capable de description par recensement statistique. Bon, c'est ce que je disais, une population normale. Qu'est-ce que c'est qu'est le normal? C'est ça. Est-ce que c'est d'être en bonne santé ou d'être malade? Moyenne des mesures, etc. Tantôt un idéal, alors c'est ça, comme il y a une confusion, principe positif d'appréciation, au sens de prototype ou forme parfaite. Que ces deux acceptions soient toujours liées, que le terme de normal soit toujours confus, c'est ce qui ressort des conseils, même qui nous sont donnés, d'avoir à éviter cette ambiguïté. Mais peut-être est-il plus urgent de chercher les raisons de l'ambiguïté pour comprendre la vitalité renouvelée et en tirer leçon ou plutôt conseil. Mais là, ça a moins de... Alors c'est sur le vitalisme également. Il faut en finir avec l'accusation de métaphysique, donc de fantaisie, qui poursuit les biologistes vitalistes depuis le XVIIIe siècle. En fait, il nous sera facile de le montrer. Bon, le vitalisme, c'est le refus. Ah, c'est ça, le vitalisme, c'est intéressant à noter, ça, pour Cantelem, c'est le contraire de cela. C'est pas du tout une affirmation d'ordre métaphysique, c'est-à-dire comme si les vitalistes disaient que la vie, selon d'ailleurs l'étymologie même, est donnée par une âme. Il faut une âme pour donner la vie au corps. Non, le vitaliste, ce n'est pas cela. C'est le refus de deux interprétations métaphysiques des causes des phénomènes organiques. L'une de ces interprétations serait l'animisme, c'est-à-dire le fait que pour supposer qu'un corps est vivant,
il faut qu'on suppose qu'il y ait une substance âme à l'intérieur de lui. C'est ce que refuse Descartes, puisque pour Descartes, l'âme n'est pas ce qui donne la vie au corps, l'âme est exclusivement ce qui pense. Il s'oppose au vitalisme dans ce sens-là, au vitalisme de l'âme. Mais ce faisant, il tombe dans le mécanisme, c'est-à-dire le mécanisme, c'est de ne pas supposer d'autres causalités, d'autres actions que celle qui est donnée par des points matériels, par des fragments de matière, supposons des billes ou des boules de fer ou de pierre qui se choqueraient entre eux, et à quoi seraient réductibles tous les éléments de la matière vivante. Or, le mécanisme qui veut réduire le corps humain à être un ensemble de leviers, de ressorts, et comme dans l'homme machine ou l'animal machine de Descartes, ne rend pas compte de cette propriété de la vie. Tous les vitalistes du XVIIIe siècle sont des newtoniens, hommes qui se refusent aux hypothèses. C'est une allusion à la fameuse formule de Newton: je ne forge pas d'hypothèse, hypotheses non finibus. Et sur le plus de hypothèses, sur l'essence des phénomènes, et qui pensent seulement devoir décrire et coordonner directement les effets qu'ils perçoivent. Et cette formule qui apparaît tautologique peut-être, mais qui est très intéressante en fait, parce qu'elle insiste sur la spécificité. Le vitalisme, c'est la simple reconnaissance de l'originalité du fait vital. Et il attribue, c'était le nom qui m'échappait tout à l'heure, il est redevable de cette définition aux remarques de Bichat. Il y a un hôpital d'ailleurs, je crois, qui s'appelle Bichat, B-I-C-H-A-T, et qui lie à l'organisation vitale comme un fait simple les deux phénomènes d'irrégularité et d'altération pathologique. Par conséquent, le vital, c'est ce qui est capable d'une pathologie. On ne pourra pas dire, mais disons par exemple qu'un moteur ou qu'un moteur d'automobile ou un ordinateur est malade. Donc on pourra le dire par métaphore, mais on ne pourra pas lui appliquer cette expression au sens propre. Donc tout ce qui est du domaine de la matière, du fonctionnement mécanique, à quelque niveau que l'on considère cette mécanique, que ce soit celle de l'informatique ou de l'électronique ou celle du fonctionnement de la machine à explosion ou à réaction, de tout cela, et du domaine de la mécanique, c'est-à-dire de l'action de proche en proche, de l'action dans un milieu qui est indifférent aux objets qui sont situés dans ce milieu, tandis que le vivant a comme propriété d'être formateur de son milieu et d'être également informé, modelé, modifié par son milieu. Donc sur ces plans-là, il y a quelque chose qui échappe à ce que peut être le mécanisme défini au sens rigoureux, au sens propre, qui n'est pas totalement
étranger au concept newtonien d'ailleurs, puisque le concept newtonien d'attraction, attraction à distance, c'est-à-dire action à distance, est déjà quelque chose qui fait que les concepts mécaniques, même dans leur définition cartésienne, même à un niveau qui n'implique pas la vie, ne sont pas suffisants pour rendre compte de ces actions. Il ajoute également que la vie est caractérisée toujours par le singulier, c'est-à-dire par l'écart. L'écart, c'est ça. Donc, anormal, j'avais dit différent, c'est peut-être ce mot d'écart est préférable, c'est toujours ce qui connaît un écart. Un individu est toujours différent par rapport à un autre, mais il y a un écart de l'un relativement à l'autre, il y a donc une singularité. Et ce n'est pas donc cette singularité, cet écart n'est pas non plus, dit-il un peu plus loin, le singulier est toujours irrégulier, c'est ça. Mais ce n'est pas un vice, un échec, une impureté. Et la pensée courante, et également la pensée scientifique d'ailleurs dans ce domaine-là, a toujours tendance à passer facilement de l'un à l'autre, c'est-à-dire ce qui est en écart, ce qui est singulier est nécessairement impur, est nécessairement vicieux, est nécessairement inférieur si l'on établit des hiérarchies sociales ou morales. Je termine là, pour revenir, parce qu'il y a d'autres choses que je voudrais lire également, sur un livre qu'on lisait autrefois, je ne crois pas qu'on le lise beaucoup maintenant, mais il avait été longtemps inscrit comme texte obligatoire au baccalauréat. C'était à l'oral, les principes de médecine expérimentale de Claude Bernard. Cela n'a pas échappé à Claude Bernard, qui, dans ses principes de la médecine expérimentale, considère, ça date de, je ne sais pas quoi, du début du XIXe siècle, ce principe de... Je pense, je ne sais pas de quand ça date exactement. Consacre, c'est dans une optique qui est une optique d'Auguste Comte, c'est-à-dire positivisme, consacre à ce problème de la réalité du type et des rapports de l'individu au type, en fonction du problème de la relativité individuelle du fait pathologique, de quelques pages plus riches, c'est ça, d'invitation à réfléchir que de réponses proprement dites. C'est ça, c'est... Claude Bernard a déployé c'est appliqué à déployer Claude Bernard, c'est la photocopie qui est mauvaise. Elle déployé d'énergie pour affirmer la légalité des phénomènes vitaux, leur constance aussi rigoureuse dans des conditions définies que peut l'être celle des phénomènes physiques, pour réfuter
le vitalisme de Bichat considéré comme un indéterminisme. Or, précisément dans ces principes, Claude Bernard se trouve amené à constater que si la vérité est dans le type c'est-à-dire le type, je ne sais pas moi, disons l'espèce, le type, un animal, le type d'un animal, l'espèce d'un animal, ou alors le type d'une maladie, mais donc je ne sais pas, par exemple le diabète à tel et tel, peut être considéré également comme un type dans ce point de vue-là, ou le pied-beau peut être considéré, puisqu'il a cité ici comme un type, que si la vérité est dans le type, la réalité se trouve toujours en dehors de ce type, c'est-à-dire dans l'individu, et elle en diffère constamment. Et pour le médecin, c'est là une chose très importante, c'est à l'individu qu'il a toujours à faire. Il n'est point de médecin du type, il n'est point de médecin du type humain, là c'est plus clair, de l'espèce humaine. Le problème théorique et pratique devient donc d'étudier les rapports de l'individu avec le type. Ce rapport est le suivant, c'est aussi Claude Bernard qui le cite: la nature a un type idéal en toute chose, c'est positif, mais jamais ce type n'est réalisé. S'il était réalisé, il n'y aurait pas d'individu, tout le monde se ressemblerait. C'est une citation de Claude Bernard. Le rapport qui constitue la particularité de chaque être, de chaque état physiologique ou pathologique, est la clé de l'idiosyncrasie, c'est-à-dire de la singularité, au fond, des propriétés singulières sur laquelle repose toute la médecine. Mais ce rapport, en même temps qu'il est la clé, est aussi l'obstacle. L'obstacle à la biologie et à la médecine expérimentale réside dans l'individualité. Cette difficulté ne se rencontre pas dans l'expérimentation sur des êtres bruts. Ce qu'il appelle des êtres bruts, c'est l'expérimentation sur des phénomènes matériels, par exemple étudier la vitesse de la chute d'un corps ou des choses semblables. Et Claude Bernard de recenser toutes les causes liées au fait de l'individualité qui altèrent dans l'espace et le temps les réactions des vivants apparemment semblables à des conditions d'existence apparemment identiques. Malgré le prestige de Claude Bernard sur les esprits des médecins et des physiologistes, nous n'hésiterons pas à formuler concernant les réflexions ci-dessus quelques remarques, etc. La reconnaissance des existants individuels atypiques, irréguliers, comme fondement du cas pathologique, est en somme un assez bel hommage involontaire à la perspicacité de Bichat, qui lui est représentant de cette tendance considérée comme vitaliste. Car enfin, affirmer que la vérité est dans le type, mais la réalité du type est dans le type, mais la réalité hors du type, affirmer que la nature a des types, mais qu'on pourrait remplacer par type, type par espèce, ce qui est plus compréhensible peut-être quand on parle, mais enfin c'est la même chose. Donc l'espèce homme, si vous voulez, n'existe pas, on ne rencontre jamais un homme, on rencontre un individu. Affirmer que la nature a des types,
mais qui ne sont pas réalisés, n'est-ce pas faire de la connaissance une impuissance à atteindre le réel et justifier l'objection d'Aristote à Platon? Si l'on sépare les idées et les choses, comment rendre compte de l'existence des choses et de la science des idées? Mieux encore, voir dans l'individualité un des obstacles les plus considérables de la biologie et de la médecine expérimentale. Oui, ça c'est plus intéressant. C'est-à-dire que nous comprenons bien le raisonnement qu'il reprend à Claude Bernard et qu'il critique. Claude Bernard dit il est certain que l'expérimentation et la science portent sur le type, mais l'individu est toujours différent, et c'est un obstacle à la médecine expérimentale. Alors, lui, quand il me retourne l'argument en disant « mais si c'est un obstacle, c'est si l'individu qui est précisément l'objet de cette médecine est un obstacle à cette médecine, c'est un petit peu stupide, donc elle n'existe plus à ce moment-là, puisqu'il faut partir au contraire de ce que peut être l'individu pour savoir ce que peut être la médecine, et non pas faire une médecine générale pour voir si elle s'applique ou non à un individu, puisque c'est l'individu qui existe, et non pas le type général. Si l'objet de la science n'est pas un obstacle à surmonter, une difficulté au sens cartésien, un problème à résoudre, que serait-il donc? Autant dire que la discontinuité du nombre entier est un obstacle à l'arithmétique. La vérité est que la biologie de Claude Bernard comporte une conception toute platonicienne des lois, alliée à un sens aigu de l'individualité. Comme l'accord ne se fait pas entre cette conception-là et ce sentiment-ci, nous sommes en droit de nous demander si la célèbre méthode expérimentale ne serait pas le simple avatar de la métaphysique traditionnelle, et si nous cherchions des arguments pour soutenir cette proposition, nous les trouverions dans la version bien connue de Claude Bernard sur les calculs statistiques dont on sait quel rôle il joue depuis longtemps en biologie. Cette aversion est un symptôme de l'incapacité à concevoir le rapport de l'individu au type autrement que comme celui d'une altération à partir d'une perfection idéale posée comme essence achevée avant toute tentative de production par reproduction. Nous demanderons maintenant, en considérant la vie comme un ordre de propriété, si, en considérant la vie comme un ordre de propriété, nous ne serions pas plus près de comprendre certaines difficultés insolubles dans l'autre perspective, c'est-à-dire que si on la considère comme étant un système d'enchaînement mécanique de cause à effet. En parlant d'un ordre de propriété, nous voulons désigner, oui, ça c'est aussi une notation à conserver, la vie, justement, n'est pas quelque chose qu'il faut comprendre comme étant un système de cause à effet qui s'enchaînerait régulièrement de proche en proche, mais c'est un ordre de propriété. Nous voulons désigner une organisation de puissance et une hiérarchie de fonctions dont la stabilité est nécessairement précaire, étant la solution d'un problème d'équilibre, de compensation, de compromis entre pouvoirs différents, donc concurrents. Dans une telle perspective, l'irrégularité, le problème, vous voyez, je reprends pour que ce soit bien clair, le problème c'est de savoir quelle est la possibilité d'appliquer une pensée
une pensée scientifique, de former une pensée biologique, une pensée scientifique de la vie. Si l'on considère qu'il y a une science qui est appliquée aux généralités et aux espèces, elle considérera toujours les individus comme étant des exceptions et des difficultés à l'application de ces déductions scientifiques, parce que rien ne se passera jamais exactement comme prévu. Tandis qu'il faut partir de l'inverse, c'est-à-dire de ce qui est le concret de l'existence individuelle et de l'ordre de l'ordre organique dans lequel la vie se présente, ce qui est d'ailleurs un peu dans un autre chapitre, dans un autre texte, portera sur la cellule, étant la cellule apparaissant comme étant la forme élémentaire de l'apparition de la vie, de l'organisation de la vie, c'est-à-dire un ordre, une hiérarchie de fonctions dont les différents éléments vivent en interaction, en équilibre, en relation de l'élément avec son milieu, en particulier la relation de la cellule qui est immobilisée, qui est entourée par une membrane, mais dont cette membrane est également quelque chose qui est une interface entre le milieu et les autres cellules qui l'entourent, ou le fluide qui l'entoure. Par conséquent, il y a toujours des actions et des réactions qui se produisent. Ce n'est pas, dans un autre texte, il dit, ce n'est pas simplement la membrane dans le vivant n'est pas simplement une enveloppe, c'est un lieu de passage, c'est un lieu qui permet d'aller et de venir entre des milieux différents, le milieu extérieur et le milieu intérieur. Donc c'est quelque chose de très différent de ce qui se passe dans les corps, ce qu'il appelle les corps bruts, ou les corps solides, ou les éléments matériels qui ne sont pas doués de vie. Dans une autre perspective, dans une telle perspective, l'irrégularité, l'anomalie ne sont pas conçues comme des accidents affectant l'individu, et c'est ça qui est intéressant, aussi qui est à noter, ne sont pas saisis comme des accidents affectant l'individu, mais comme son existence même. Leibniz, on trouve là Leibniz avec ce que je vous avais dit sur son principe des indiscernables. Leibniz avait baptisé ce fait principe des indiscernables, plus qu'il ne l'avait expliqué, en affirmant qu'il n'y a pas deux individus semblables et différents simplement, solo numéro, par le seul nombre. Ça a été repris, ce principe des indiscernables, on le trouve repris et critiqué chez Kant dans la critique de la raison pure, mais dans un sens qui est plus mécanique que Leibniz. C'est un passage qui est très intéressant, c'est dans de l'amphibologie des concepts de la réflexion dans la critique de la raison pure, où il analyse le principe, mais on traite la résolution dans un sens plutôt cartésien, parce que Kant, bien qu'ayant abordé les problèmes de la vie, et précisément cette spécificité de l'être vivant, ou du vivant en général, il a essentiellement abordé à propos des problèmes de la finalité, mais beaucoup plus que de l'organisation. Donc il a, dans ses textes qui se trouvent dans la critique de la faculté de juger, il se trouve assez proche des positions plus contemporaines de la compréhension d'une certaine forme de vitalisme,
mais il reste malgré tout dualiste au sens cartésien, c'est-à-dire les phénomènes matériels restent exclusivement des phénomènes relevant du mécanisme spatial et ne peuvent être mélangés avec les phénomènes spirituels. Donc là, n'abordons pas le problème de Kant. Je crois que quand il l'a fait d'ailleurs dans certains textes, mais je ne les ai pas ici. Le problème de Kant est un petit peu à cheval entre les deux positions. Il est intéressant dans la mesure où il sera à la base, par la suite, d'une reprise et d'un développement des conceptions modernes du vitalisme dans la pensée romantique, par l'intermédiaire, mais en passant après d'autres interprétations de Fichte, Schelling, Hegel, von Baader, de tous ceux qui ont constitué la pensée philosophique romantique, mais personnellement, bien qu'ayant apporté de ce point de vue-là des éléments très importants dans la spécificité, dans la compréhension de la spécificité des problèmes de la vie, il reste malgré tout dans l'orbite de la pensée cartésienne, du mécanisme plutôt, moins cartésien. Je termine là. On peut comprendre à partir de là que si les individus d'une même espèce restent en fait distincts et non pas interchangeables, c'est parce qu'ils le sont d'abord en droit. Ce qui veut dire que c'est ça, cette distinction des individus n'est pas le fait qu'ils seraient en faute, si l'on peut dire, relativement à la normativité de l'espèce, mais c'est parce que l'espèce en elle-même n'a pas de réalité et que c'est l'individu qui constitue sa base réelle. L'individu n'est un irrationnel provisoire, et regrettable, c'est-à-dire qu'il fait rapport ici, il fait allusion à ce que Claude Bernard Paré exprimait, c'est-à-dire que l'individu s'oppose à la régularité des lois, que dans l'hypothèse où les lois de la nature sont conçues comme des essences génériques éternelles. L'écart se présente comme une aberration que le calcul humain n'arrive pas à réduire à la stricte identité d'une formule simple, et son explication le donne comme erreur, échec ou prodigalité d'une nature supposée à la fois assez intelligente pour procéder par voie simple et trop riche pour se résoudre en se conformer à sa propre économie. Un genre vivant ne nous paraît pourtant un genre valable, un genre viable, que dans la mesure où il se révèle fécond, c'est-à-dire producteur de nouveautés, si imperceptibles qu'elles soient à première vue. Il y avait un autre passage que je voulais également soumettre à l'attention, c'était justement dans un appendice de cette connaissance de la vie, si je lis et si je ne lis plus, attendez, où il y avait note sur les rapports, c'est ça, de la théorie, ce n'était pas ça, de la théorie cellulaire avec ce n'est pas ça.
de la théorie cellulaire, ça précise un peu ce que j'avais dit à l'instant même, ou laissé entrevoir sur cette réhabilitation, ce que j'avais appelé la réhabilitation de la pensée vitaliste, note sur les rapports de la théorie cellulaire et de la philosophie de Leibniz. Il est certain qu'à la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe, le terme de monade est fréquemment employé pour désigner l'élément supposé de l'organisme. En France, alors, Lamarck utilise ce terme pour désigner l'organisme tenu alors pour le plus simple et le moins parfait, l'infusoire, c'est-à-dire l'organisme, l'infusoire, ce n'est pas des amis, c'est pas à proprement parler un monocellulaire, c'est un organisme visible au microscope. L'organisation animale la plus simple, la monade, qui pour ainsi dire n'est qu'un point animé. La monade, ce sont des termes qui sont utilisés par les biologistes et par Lamarck dans philosophie zoologique qui date de 1909. La monade, le plus imparfait des animaux connus. Façon de parler, il ne dit pas que la monade est un animal, le terme d'animal est pris ici dans un sens d'être animé. Il ne dit pas non plus qu'il est à proprement parler une âme animale. Mais autour de ces termes, il peut y avoir confusion. Ce sens est encore conservé dans le dictionnaire de la langue française de Littré, où il appelle, il appelle dans le Littré, on appelle la monade genre d'animalcule microscopique. Et chez Auguste Comte, les cellules sont considérées comme sont appelées comme étant des monades organiques. En 1868, Gobineau apparente cellules et monades. En Allemagne, c'est comme l'a montré, il y a ici quelqu'un qui est intéressant, je vous en avais parlé, je crois, mais pas cette année, une autre année, de Dietrich Manke, qui est un auteur que cite également, je ne sais pour quelle raison, je crois, Husserl le cite à propos. Il le cite à propos également de son interprétation de Leibniz. Mais il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle, qui est un commentaire de la pensée, en particulier de Nicolas de Couz. Qui s'appelle la sphère, la sphère à un stade antérieur de l'évolution du sexuel. Donc cette conception d'une évolution de la sexualité jusqu'à un stade génital définitif introduit malgré tout avec la psychanalyse l'idée, ou maintient avec la psychanalyse l'idée d'une pathologie de l'homosexualité. L'homosexualité a été retirée du manuel du diagnostic et statistique
des maladies mentales en 1985, donc assez tardivement par rapport à 1950, mais vous le verrez dans les journaux, il y avait un article récemment dans Libération, c'est ce qui m'avait fait chercher, d'ailleurs j'ai été le chercher au moment même où je lisais cela, de sorte que c'est pourquoi je l'ai imprimé, parce qu'il y avait un papier sur des homosexuels qui avaient échappé au triangle rose et qui avaient été internés dans des camps de concentration, qui étaient donc des gens assez âgés, et où l'on mentionnait que l'homosexualité n'avait été retirée du glossaire des maladies mentales qu'en 19... C'est intéressant d'ailleurs, tout pays tentant par un biais ou par un autre d'instaurer un suivi médical pour homosexualité est condamnable sur le plan international, selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et sur le plan national, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde d'ailleurs, pour tous les pays c'est loin d'être évident, mais même pour le corps médical, il y a encore des cas dans les familles où des parents peuvent faire consulter le médecin. J'en ai eu des échos ou des cas que des parents consultent le médecin pour leur enfant si l'enfant déclare qu'il a des orientations homosexuelles. Donc c'est quelque chose qui est d'autre part condamné comme étant en dehors de la compétence du médecin, comme si un médecin soignait quelque chose, soignait comme maladie quelque chose qui ne l'est pas. L'homosexualité est donc considérée comme maladie, tout pays tendant par un biais ou par un autre d'instaurer un suivi médical pour homosexualité est condamnable sur le plan international. Mais si l'on considère que l'homosexualité est une variété de pulsion, d'orientation de la pulsion sexuelle, donc n'est pas à considérer sur le plan de l'anormalité pathologique, ça ne veut pas dire, peut-être qu'on ne peut pas la considérer sur un plan d'une anomalité statistique, c'est-à-dire qu'il est vraisemblable qu'il y a moins d'homosexuels se revendiquant de l'être et reconnu que d'hétérosexuels. Encore peu, si l'on considère que c'est un phénomène qui est un phénomène essentiellement psychosocial, on peut considérer qu'il y a des cultures qui sont essentiellement homosexuelles ou alors qui reconnaissent, qui réservent à l'homosexualité une situation qui n'en fait pas du tout un cas ni d'anomalie ni d'anormalité, d'ailleurs, comme les sociétés, certaines sociétés étudiées par les anthropologues, où la plupart des sociétés antiques, que ça soit la Grèce, que ça soit Rome, même si 1992, mais qualité plus tard a été déclassifiée lors du congrès de 1992, en 92, donc pour tous les États signataires de la charte de l'OMS. OMS, tu peux le photographier là, parce que là c'est intéressant que tout le monde le voit, parce que les gens ne le savent pas. Cette notion de la pathologie ou de la non-pathologie
est assez confuse dans les esprits, et l'on pense avoir, parce qu'on confond à la fois ces différents degrés de pénalisation ou de réprobation ou d'exclusion, c'est-à-dire celui de la société, celui du code pénal, celui de la médecine, et on s'imagine que le fait d'avoir médicalisé est la reconnaissance de la normalité. Non, si l'on médicalise, on maintient l'homosexualité sur le plan de la pathologie, tandis qu'officiellement, et le texte est intéressant aussi, l'homosexualité n'est donc plus considérée comme une maladie. Mais la suite est plus... Donc là, ce n'est pas très précis, et certains comme Lacan ont une attitude assez ambiguë sur ce point-là. Je ne pense pas, comme Didier Ribon, qui a écrit un livre extrêmement virulent contre Lacan, que Lacan serait un pourfendeur de l'homosexualité. L'orientation, d'ailleurs, générale de Lacan ne permet pas de le dire. Le fait qu'il ait été proche des surréalistes ne serait pas une preuve, puisque Breton était un pourfendeur énergique de l'homosexualité, bien que certains ne le fussent pas, comme Crevel par exemple, ou Paul Éluard ou d'autres, ou Dali, mais Breton avait émis des jugements extrêmement violents contre l'homosexualité. Je ne pense pas que Max Ernst non plus ne l'était pas particulièrement, mais l'orientation du surréalisme était beaucoup plus proche d'une théorie comme celle de Wilhelm Reich, par exemple, qui considère également que l'homosexualité est un blocage psychopathologique ou un arrêt à un stade